Bienvenue dans ce podcast Ose ton avenir en Belgique. Ici, on va aborder des thématiques par rapport aux garants et aux comptes bloqués, les avantages, les désavantages par rapport aux étudiants et comment ils vont renouveler leur titre de séjour en octobre. Moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne occasion vraiment d'expliquer ça, avoir les bonnes réponses et donner aussi aux étudiants la façon de travailler, la façon de faire le blocage, les démarches à suivre et ainsi de suite. Il faut faire une petite comparaison très simple. On met ici à gauche les garants, à droite les comptes bloqués. Facteur temps. On a compris ici qu'avec les garants, ça prend beaucoup de temps. Énormément. Avec Studely, très peu de temps, on a son attestation. Facteur sérénité. Avec le garant, quand j'entends là, on n'est pas très serein à cause des conditions. On ne sait pas si sa condition a changé. Vous voyez, là, on n'est pas tranquille, ça tremble. C'est ça. Avec Studely, on est plus serein. On n'a pas de stress à se faire. L'idéal serait vraiment d'avoir un compte bloqué qui non seulement t'évitera le stress de savoir si tu vas déposer ta demande de visa ou pas, est-ce que ton garant sera solvable, est-ce que tu trouveras même déjà d'abord le garant, parce que ça, tout le monde n'a pas la chance d'en avoir un garant autour de lui. Nous avons ici Crépin Missonge qui est manager de Studely Belgique, Blaise Messi qui est étudiant international et Taufik, accompagnateur des étudiants marocains. Merci pour l'invitation. Merci aussi. Je vais vous poser une question. Selon vous, aujourd'hui, pourquoi ce sujet, garant ou compte bloqué, et pourquoi ça suscite autant de doutes et d'interrogations chez les étudiants ? Ouais, très belle question d'entrée. Il faut dire que je représente l'entreprise Studely, qui est un service reconnu par l'Office des étrangers pour délivrer ce qu'on appelle des attestations de virement irrévocables, en d'autres termes des comptes bloqués, pour les étudiants demandeurs de visa et ceux qui sont en Belgique qui doivent faire le renouvellement de leur titre de séjour, qui doivent justifier ce qu'on appelle leurs ressources financières. Et donc le compte bloqué est une alternative qu'ils ont pour pouvoir effectivement avoir un bon dossier, tout simplement. Moi, de mon côté, comme un petit peu actionnaire avec les étudiants, je travaille avec les étudiants comme vous l'avez déjà mentionné. Il faut savoir aussi que pour le concept de Stately ou bien l'idée de Stately, c'est un nouveau concept. C'est la première année que les étudiants ont pu avoir cette occasion-là pour pouvoir faire le blocage ou bien avoir le certificat à vie. Donc, pour nous, c'est vrai que c'est encore ambigu, c'est pas encore clair. D'où que il y a beaucoup de questions qui se posent pour le moment. Et donc moi je trouve que c'est vraiment une très bonne occasion vraiment d'expliquer ça et de clarifier ces idées-là et justement avoir les bonnes réponses et aussi donner aussi aux étudiants la façon de travailler, la façon de faire le blocage, la façon de voir les démarches à suivre et ainsi de suite. Ok, donc pour M. Crépin, concrètement, c'est quoi un compte bloqué ? Quelles en sont les finalités et qui est autorisé à délivrer ce type de solution ? Bon, c'est très simple. Comme j'ai dit tantôt, un étudiant demandeur de visa ou bien un étudiant en Belgique qui doit faire le renouvellement de son titre de séjour doit justifier de ses ressources financières. Et donc, le compte bloqué, c'est très simple. C'est un argent qui met à sa disposition au sein d'une entreprise comme le nôtre où on va simplement s'engager à lui verser chaque mois la somme minimum mensuelle qui est demandée par l'Office des étrangers. Donc, pour l'année académique 2025-2026, c'est 835 € par mois, qui est le montant minimum. Donc, l'étudiant, s'il a par exemple un séjour de 12 mois en Belgique, il va donc verser la somme de 835 € x 12 et ce montant-là lui sera versé chaque mois pour pouvoir subvenir à ses besoins en Belgique. On parle ici en termes de logement, en termes de nourriture, en termes de vie quotidienne, etc. Donc cet argent-là, je répète encore, c'est pour lui, pour pouvoir subvenir tout simplement à ses besoins. D'accord, mais est-ce que ça peut remplacer quand même le garant ? Parce que moi, beaucoup d'étudiants qui reviennent vers moi, ils me disent « Ouais, mais nous, est-ce qu'il faut faire un garant comme on a déjà fait ? Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce qu'il y a une obligation ? Est-ce qu'on peut choisir entre le garant ? Est-ce qu'on peut choisir entre le garant et le blocage ? » Donc, il y a beaucoup de questions parce que comme c'est nouveau, c'est pas assez clair. Tout à fait. Donc, j'entends bien les petits doutes qu'il y a par-ci, par-là, parce que c'est tout nouveau, cette initiative que nous, on met à disposition. Mais il faut savoir que ça reste qu'une alternative. Parce que normalement, l'étudiant, pour justifier de ses ressources financières, il a 3 possibilités. Bon, la première, c'est si, par exemple, il a une attestation de bourse qui est délivrée par un organisme régional ou bien par un établissement d'enseignement supérieur. La deuxième possibilité, c'est qu'il présente ce qu'on appelle un engagement de prise en charge qui se fait via un garant. Et donc, le garant, c'est une personne morale qui remplit certaines conditions financières pour pouvoir prendre en charge l'étudiant. Donc, ça, c'est une alternative. Et la troisième alternative qui est tout nouveau,
Donc, c'est maintenant que l'étudiant peut solliciter le service d'une entreprise financière comme le nôtre pour bloquer simplement son argent et donc faire en sorte que chaque mois, il reçoit mensuellement sa mensualité. Et donc, effectivement, les prises en charge, ça se faisait beaucoup auparavant. Et donc, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de conditions qui ont changé. Donc, aujourd'hui, on va en parler un tout petit peu des conditions aussi de prise en charge versus compte bloqué, pour voir un peu la plus-value, pour voir un peu les pour et les contre, pour mieux éclairer un tout petit peu la lanterne des étudiants qui nous écoutent aujourd'hui. D'accord, donc on peut, voilà, y a pas, donc on peut vraiment faire le blocage en toute sérénité, sans problème, vis-à-vis à l'Office d'étranger. Donc, c'est bon. Bah oui, clairement, parce qu'en fait, les attestations de virement irrévocables de l'entreprise Studeli sont reconnues et acceptées par l'Office des étrangers. Peut-être pour la lanterne des étudiants, qui est l'Office des étrangers. Donc, c'est le service, on va dire, fédéral belge qui valide tout ce qui est titre de séjour et même visa des étudiants étrangers. Quand on dit étranger, c'est toute nationalité confondue. Et donc, du coup, quand l'étudiant reçoit, par exemple, notre attestation, nous, on délivre un QR code avec un code de vérification qui facilite le traitement des dossiers auprès de l'Office des étrangers qui, tout de suite, se renseigne et se rassure de l'authenticité des attestations de virement irrévocable que nous délivrons. Merci Crépin. Toi qui échanges avec de nombreux étudiants, étudiants marocains, donc nous savons qu'en dehors du compte bloqué, il y a des autres moyens de justifier ces ressources financières. Oui. Donc, que peux-tu nous dire sur ça en fait? Soit que l'étudiant doit avoir une bourse, voilà, une bourse, on va dire, je vais dire du fédéral, soit le garant, les classiques, c'est vraiment d'avoir un garant qui touche, je pense, à ce jour, je pense, 2800, 2900 aidés. Alors, on va dire, allez, on va arrondir 3000 euros net, bien sûr, pas brut. Troisième option, c'est faire le blocage. Ou bien, allez, je veux dire, je pense pas qu'il y a d'autres alternatives. Non, c'est les trois alternatives qui Moi, franchement, je trouve que c'est une très belle, je veux dire, solution, enfin une bonne solution plutôt, parce que ça n'a jamais été, enfin c'est la première année que ça existe. Moi, je me souviens que l'année dernière, quand j'étais en train d'assister les étudiants, ils galéraient. Tout à fait. Je vais me rebondir sur ce que tu dis parce que j'ai quand même une petite anecdote que j'aimerais partager aussi avec des étudiants étrangers. Pourquoi le compte bloqué versus garant? C'est parce que moi, j'ai une double casquette. Moi, je travaille dans une haute école ici à Bruxelles. D'accord. Et donc, on délivre pas mal d'admissions aux étudiants étrangers. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage mais énorme entre les étudiants à qui nous avons donné l'admission par rapport à ceux qui ont eu réellement le visa. Et donc, du coup, moi, j'ai fait ma petite enquête pour voir un tout petit peu quel était le problème. Et le problème fondamental, c'était au niveau des ressources, du justificatif de leurs ressources financières. Et la grande majorité de ces étudiants-là avaient sollicité ce qu'on appelle une prise en charge via un garant. Et puis, je me posais la question, mais si vous avez un garant, normalement, on en a parlé, le garant, ça devait passer, il n'y a pas de souci. Ouais. Et c'est donc comme ça qu'on s'est rendu compte au fil du temps que le problème majeur qui découlait, c'était notamment les faux garants. Les faux garants, ça veut dire des documents qui sont faux, qui apportent En fait, ici, il y a des gens qui ne remplissent pas des conditions, mais qui présentent des fausses fiches de paie, des faux contrats de travail. Ouais. Et tout ça, c'est contrôlé par l'administration fédérale. Et donc, dès qu'il y a un faux document, l'étudiant, conséquemment, n'a pas son visa. Et s'il est en Belgique, il a le refus du renouvellement de son titre de séjour. Donc, je ne dis pas qu'en général, les garants sont faux, mais il y a des mauvais garants, il y a des gens qui ne remplissent pas les conditions. Et je crois qu'aujourd'hui, ce sera l'occasion de parler aussi un tout petit peu des conditions pour être garant qui ont notamment changé. Tout à l'heure, tu parlais de 3 000 euros net par mois qu'il faut avoir. Oui, plus ou moins, on va dire. Mais ça, c'est le montant minimum, il faut le dire. Oui. Et donc, il n'y a pas que ça. Il faut aussi savoir que le garant doit justifier des ressources stables à travers un contrat de travail. Si les salariés fournissent ses fiches de paie, s'il est indépendant, c'est ses revenus qu'il paie au niveau de la cotisation sociale, etc. Et donc, après, s'il a des personnes en charge dans sa famille, ça peut aussi influer ou pas sur le montant. Alors, il faut aussi savoir que le garant, même s'il est en Belgique, il doit un tout petit peu au niveau administratif aller à la commune, faire toute une démarche pour pouvoir prendre un enfant en charge. Et c'est des procédures qui prennent parfois du temps aussi. Et donc, il ne faut pas se le dire, il ne faut pas se le cacher. Il y a des gens qui achètent les prises en charge. Oui, exactement. Mais il y a une chose aussi que moi, que j'ai rencontrée ici avec les étudiants l'année précédente, c'est la question de la solvabilité. Parfois, surtout quand il s'agit d'un garant qui se trouve
et c'est en Belgique. Parce que la solvabilité, par exemple, au Maroc, elle est calculée seulement lors de l'introduction du dossier de visa. Donc, vous ne pouvez pas savoir si votre garant il est solvable ou pas. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que moi, je trouve vraiment l'idée d'avoir une avis ou bien un certificat de Stadley, que c'est une très bonne idée parce qu'on a déjà la certitude que c'est solvable. Donc, il n'y aura pas le problème de refus de visa à cause de la prise en charge. Ça, c'est automatique. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est une très belle opportunité à saisir absolument. Le fait d'avoir vraiment la garantie que voilà, tu es tranquille au niveau de la prise en charge. Et ça, c'est nouveau. Et franchement, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Et donc, je rebondis aussi en présentant un tout petit peu la situation des garants en Belgique. Donc, effectivement, un garant, quand il va à la commune pour présenter le document d'un étudiant qui a l'admission ou bien l'inscription, il présente ses documents et il y a toute une procédure qu'il doit suivre avant d'avoir la solvabilité. D'ailleurs, il n'a pas la solvabilité tout de suite. Donc, ce document-là, il envoie ça à l'ambassade ou bien à la commune qui doit faire une vérification par après. Naturellement, si le garant habite hors Belgique, naturellement dans l'Union européenne, il doit aller auprès de l'ambassade de Belgique de ce pays-là pour déposer tout ce document-là afin d'avoir la solvabilité. Quand même, il faut aller, il faut introduire le dossier. Il faut prendre rendez-vous, ça prend du temps. Moi, pour la France, par exemple, en France, il faut vraiment réserver le rendez-vous à l'avance. Ça va vraiment jusqu'à 4-5 mois. Mais voilà, exactement. C'est beaucoup. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Pour un étudiant pour un garant qui est encore plutôt, on va dire, au Maroc, par exemple, comme tu l'as dit, effectivement, dans la procédure d'introduction du visa, il n'a pas encore la solvabilité. Donc, ce qui fait qu'il y a, je vais dire, il n'y a pas de garantie. Et ça, cette garantie-là, c'est ce que Studeli apporte, en fait. Parce qu'en fait, avec Studeli, on est sûr et certain que l'argent qui est bloqué, c'est pour l'étudiant. Je répète encore, c'est pour l'étudiant. Et donc, on délivre quand même une attestation qui est internationalement reconnue et surtout par l'État fédéral. Et via cette attestation-là, l'étudiant est sûr que son dossier ne pourra même pas aller loin au niveau de l'Office des étrangers pour avoir son visa. Déjà, à partir de l'ambassade, il donne la solvabilité, donc il traite rapidement le dossier de l'étudiant. Et ça, c'est vraiment un atout. Donc, on va poser une question ici à M. Blaise, donc l'étudiant international. Comment as-tu justifié tes ressources financières pour venir étudier en Belgique? Alors, bonjour Salah, merci pour cette question qui me permet d'apporter un élément de réponse. Alors, en tant qu'étudiant international, comme tout le reste, je suis bel et bien soumis aux mêmes conditions. C'est-à-dire que je dois pouvoir apporter une preuve de justification de mes ressources financières. Et donc, moi, à cette époque-là, il n'y avait pas encore une communication suffisamment axée sur les comptes bloqués. Par conséquent, ce que nous, on avait en tête, normalement, pour un étudiant qui est dans les démarches, il se documente et il essaye d'avoir la bonne information sur qu'est-ce qu'il doit faire, à quel moment et quand. Donc, moi, j'ai procédé à une prise en charge d'un membre de ma famille. Certes, ça n'a pas été évident de trouver la bonne personne parce que la solvabilité, le problème de solvabilité, il fallait voir les revenus. Est-ce que les revenus correspondent à ce qu'on demande sur les conditions à remplir pour signer une prise en charge? Est-ce qu'il a d'autres personnes à sa charge? C'était également des questions qu'on se posait. Vu que le garant, lui, il vivait en France, il a d'abord fait déjà une première prise de rendez-vous à l'ambassade de Belgique en France. Ce qui a pris carrément 1 mois pour qu'il puisse avoir une date de rendez-vous. Vous avez de la chance. Hein? Et donc, lorsqu'il a eu le rendez-vous, il s'est rendu pour déposer les documents demandés et faire la signature. Sauf que pour que le document sorte, ça a encore pris carrément 2 mois et demi. Ah, voilà. Donc, avec le stress qui va avec, par la grâce de Dieu, on y est arrivé. Le document a été généré avec une mention solvable. Et ça a été assez facile pour moi de suivre le reste des démarches. Il faut noter que dans son cas, l'ambassade de Belgique en France se trouve à Paris. Imaginons que son garant habite à Toulouse. Ça veut dire qu'il va devoir, à travers son travail, trouver déjà, prendre des congés, prendre un train ou un avion pour aller à Paris, pour faire ça. Et c'est pas sûr qu'il va le faire dans la journée. Ça veut dire s'il ne le fait pas dans la journée, il va devoir prendre un logement sur place pour pouvoir le faire et rentrer. Donc vous voyez un peu tout ce stress qu'il y a. Ça veut dire si vraiment c'est pas ta personne qui le fait, c'est pas simple.
On est d'accord par rapport à ça. Effectivement. Il faut aussi ajouter qu'en France, je pense qu'ils demandent déjà la preuve que l'étudiant est déjà admis. Ouais. Donc, Oui, bien sûr. Voilà, donc, Puisqu'il m'avait demandé de lui envoyer ma lettre d'admission, mon acte de naissance, ma carte, bref, mon passeport. Enfin, tout un tas de documents qui lui permettaient de justifier de ce que, effectivement, l'étudiant. Ah oui, clairement, on va dire démarches. que la lettre d'admission de l'étudiant, c'est la condition sine qua non pour faire soit un engagement de prise en charge, soit un compte bloqué. Oui, sans l'admission, on ne sait rien faire. Donc, on va ici, selon le postulat, que l'étudiant a déjà son admission et donc veut avoir un visa pour arriver en Belgique, ou bien est en Belgique, il a son inscription et veut renouveler son titre de séjour, et quel est le moyen le plus efficace pour pouvoir faire de manière sereine. J'insiste beaucoup sur ce mot-là, la sérénité. Parce que l'étudiant ne doit pas être dans un stress, il doit préparer son voyage, il doit préparer son renouvellement en toute quiétude. Et donc, du coup, quand il est stressé, vous imaginez un tout petit peu dans quelle galère il peut se retrouver? Oui, c'est très simple. Moi, je connais des étudiants au Maroc qui ont arrêté leur démarche à cause de la prise en charge qui n'existait pas l'année dernière. Donc, il n'y avait pas Stadler. Et c'est parce qu'il n'y avait pas cette option-là, ils ont arrêté les démarches carrément. Voilà, ils ont tout eu, ils ont eu l'admission, tout. Mais voilà, mais ils ne trouvent pas de garant, soit que ça prend beaucoup de temps, soit que c'est vraiment, il faut ramasser du papier, il faut vraiment introduire un dossier, comment, je ne sais pas, au Danemark, aux États-Unis, et ainsi de suite. Voilà, donc, en effet, pendant que vous le dites, j'ai des connaissances que j'ai rencontrées au niveau de Campus Belgique lors des démarches. Vous savez, lorsque vous êtes sur ce genre d'action, vous rencontrez des personnes sur votre chemin et tout. Oui. Et du coup, une information que quelqu'un vous donne, ça peut vous aider. Donc, on s'est rencontrés Campus Belgique et beaucoup n'ont pas pu finir leur démarche. Parce qu'après, lorsque vous passez l'entretien Campus Belgique, vous patientez encore que la prise en charge puisse être disponible pour entamer les démarches préconsulaires. Oui. Sauf que ça a pris énormément de temps que la deadline donnée par l'école pour que vous puissiez arriver sur le territoire était passée pour prendre une inscription. Généralement, les inscriptions se prennent en présentiel. Vous ne pouvez pas prendre une inscription étant encore sur votre pays d'origine, dans votre pays d'origine, autant pour moi. Donc, beaucoup se sont retrouvés en train d'abandonner le projet parce qu'ils n'arrivaient pas à résoudre la question de prise en charge. Mais moi, j'entends, par rapport à tout ce que vous dites là, qui se dégage le facteur temps, qui est précieux. Ouais. Donc, ce qui fait qu'avec la prise en charge, on comprend tout de suite que ça prend énormément du temps. Et du coup, la conséquence, c'est que l'étudiant peut-être n'aura pas l'occasion d'avoir son visa à temps pour arriver en Belgique, ou bien ne pourra pas, dans les 45 jours, renouveler son titre de séjour. Ouais. Avec Studeli, ce facteur de temps est résolu. En 48 heures seulement. 48 heures, c'est-à-dire on a une application digitale, il insère juste 2 petits documents, son passeport et sa lettre d'admission ou sa lettre d'inscription. Et en 48 heures, on va ouvrir un compte bancaire à son nom. C'est vers ce compte bancaire-là qui dépose effectivement l'argent qui va le permettre d'avoir son AVI, dont AVI, l'attestation de virement irrévocable. Et une fois qu'on accuse de réception, il a ce document-là qui va présenter à l'ambassade ou à la commune. En seulement, je répète encore, 48 heures. Donc, imaginez-vous un étudiant, là, nous sommes au mois d'avril, il a son admission au mois d'avril, il peut déjà faire sa demande de visa dès la semaine prochaine s'il passe par Studeli. Pourtant, s'il doit avoir un garant, mais quand j'entends ce que l'étudiant est en train de décrire, il faut prendre encore un rendez-vous. C'est dans un mois qu'il faut avoir le rendez-vous à l'ambassade. Après, il faut venir déposer des documents, attendre 2 mois encore pour avoir le retour. Mais franchement, je vais dire, ça met quand même un tout petit peu en stress et en péril le dossier de l'étudiant. C'est une galère. On est d'accord. D'accord. Voilà, c'est carrément une galère. Moi, j'ai une question. Donc, avec les informations que tu nous as transmises ici et données, que penses-tu des comptes bloqués proposés par les universités ? Les comptes bloqués proposés par les universités, ça c'est aussi, on va dire, une alternative qui est proposée. Alors, il faut aussi savoir que ce n'est pas toutes les écoles en Belgique qui proposent les comptes bloqués. Tout à fait. Alors, pour le cas de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc ici on parle bien des établissements d'enseignement supérieur qui se trouvent dans la Belgique francophone, il n'y a que 5 universités. Donc, on parle là de l'ULB, dans l'Université libre de Bruxelles, l'Université de Namur, l'Université de Liège, l'Université de Mons et enfin l'UCL, dans l'Université catholique de Louvain. Donc, ces 5 universités proposent des comptes bloqués, naturellement pour leurs propres étudiants. Par contre, Studeli propose ces comptes bloqués pour tous les étudiants.
Alors, c'est très bien d'aller aussi vers ces écoles-là, mais il y a aussi un petit couac. Vous savez lequel? Non. C'est qu'en déposant l'argent dans ces universités, ils vont vous demander d'ouvrir un compte dans une banque classique en Belgique pour pouvoir entrer en possession de vos mensualités. Et on est d'accord qu'en tant qu'étudiant étranger, ouvrir un compte dans une banque belge, c'est pas donné. On peut pas le faire en un mois. Non. Il faut minimum 3 avoir mois. minimum 3 mois. Voilà, vous entendez, c'est un étudiant qui le dit. Il faut d'abord justifier de son domicile, etc. Et Attendre que l'agent Ouais. de quartier passe pour vérifier avant d'aller là. Mais dans les 3 mois, qu'est-ce que l'étudiant fait? Comment il fait pour vivre? Et ce que vous devrez savoir, c'est que les montants qui sont demandés dans les universités sont beaucoup plus élevés. Ici, on sait que l'Office étranger a un montant minimum qui demande, c'est 835 euros par mois. Donc, x 12, ça fait plus ou moins 10 020 euros. Dans les universités, on parle de minimum 14 000 euros que l'étudiant doit verser. Je vous donne un exemple, l'Université de Liège, par exemple. Là, actuellement, à l'Université de Liège, ils demandent un plan de financement où l'étudiant doit avoir 14 000 euros parce que pour eux, ils estiment que c'est ce montant-là, c'est ce qu'il faut. Comme montant. Vous voyez, c'est super élevé. Ouais. On est d'accord. Ouais. Et donc, du coup, ici, en fait, soit l'étudiant va vers là. Nous, en fait, à Studeli, en plus de la rapidité, il y a tout un accompagnement qu'on fait quand même. Parce que là, on délivre aussi des cartes bancaires pour les étudiants qui arrivent sur place, peut, dans les maximum, les 48 heures de leur arrivée en Belgique, entrer en possession de leur mensualité pour pouvoir payer les frais de scolarité, subvenir à leurs besoins. Et ça, c'est un atout énorme. Voilà. Je ne te coupe pas. Et même à la commune, il y a des frais que vous devez débourser pour suivre vos procédures là-bas, pour pouvoir avoir le titre de séjour, attendre. Oui, il y a des sommes qu'il faut débourser. Si vous n'avez pas de l'argent en espèces, vraiment, c'est assez compliqué. Exactement. Et donc, ça veut dire que si l'étudiant a déposé 14 000 euros à l'école, il doit prévoir d'avoir du cash, lui, en venant. Donc là, c'est encore de l'argent supplémentaire. Donc, Mais voilà. ça va. Mais voilà, moi, la question aussi qu'on me pose souvent, parce que voilà, j'ai beaucoup d'étudiants qui me posent toujours la même question. Mais c'est par exemple, moi, je suis admis à ULiège. Voilà, vous avez cité ULiège. Est-ce que je suis obligé de faire le blocage sur ULiège ou pas? Absolument pas. Comme je répète encore, ici, on parle toujours des alternatives. Là, actuellement, il y a des étudiants qui, en phase d'admission, ont eu des réponses comme quoi ils doivent déjà commencer à justifier des ressources financières. Faire le blocage. Voilà, faire le blocage, par exemple. Alors, du coup, ils ne sont pas obligés d'aller vers cette université-là. C'est-à-dire, dans la procédure en ligne, ils peuvent présenter l'attestation de Studeli, parce que Studeli est reconnu par, je répète encore, l'Office des étrangers pour pouvoir faire ce type de blocage, en fait, de prise en charge. Voilà. Parce qu'il y a Studeli, mais il n'y a pas que Studeli, il y a aussi les engagements de prise en charge. On est d'accord. Donc, ce qui fait que l'étudiant, à cette phase-là, peut justifier un des deux documents. On est d'accord que déjà pour avoir la prise en charge à cette phase-là, si j'entends ici les informations qui sont communiquées, ça sera très compliqué de les avoir. Mais il faut aussi savoir qu'en ce moment-ci, normalement, dans les universités, les inscriptions et les admissions sont déjà fermées. C'est clôturé depuis le 31 mars, si je ne me trompe pas. 31 mars. Mais sinon, il y a quelques hautes écoles qui sont encore ouvertes. Et donc, du coup, je ne pense pas que dans la phase d'admission, ils demandent déjà le justificatif des ressources financières. Donc, une fois que le dossier est accepté, l'étudiant peut, puisque les hautes écoles, ça c'est ce que je n'ai pas précisé, eux, ils ne proposent pas les comptes bloqués. C'est que les universités. Et en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y en a 19. Les écoles supérieures des arts, il y en a 16 pour la partie francophone de la Belgique. Pour la partie non francophone, dont là c'est en Flandre, où la majorité des cours sont donnés en anglais, il y en a certains qui proposent aussi des comptes bloqués. Là, ce sont les hautes écoles. Mais comme j'ai dit encore une fois, nous, on a un service qui ne fait pas que des attestations. On fait ce qu'on appelle un accompagnement. Et ça, c'est très important et très rassurant pour l'étudiant et même pour le parent. Tout à fait, oui. C'est-à-dire, quand il arrive, on a des bureaux qui sont partout en Afrique. Donc, ils peuvent arriver sur place. On n'est pas dans le virtuel. On n'est pas là pour recevoir l'argent de quelqu'un et puis on ne discute pas avec lui. On peut parler de son projet. Il arrive ici en Belgique. Il a tel besoin. On a une présence ici à Bruxelles. Il vient nous rencontrer. On discute avec lui et puis on l'accompagne dans son projet. Donc, c'est ça qui est... Moi, je trouve que c'est une plus-value. Un peu quand vous allez à la banque, quand vous rencontrez votre banquier, vous êtes plus rassuré quand vous avez une personne physique en face de vous avec qui vous pouvez échanger par rapport à votre projet de mobilité et de financement. Donc, je trouve que c'est très intéressant d'avoir ça. J'ai une autre question d'un étudiant. Maintenant, si son visa est refusé ou bien son titre de séjour qui n'est pas renouvelé par rapport à Studeli, le compte bloqué, quelles sont les solutions par rapport à cela? Alors, dans le cas d'un refus de visa,
ou d'un refus de renouvellement du titre de séjour, chez Studeli, il y a 2 options. Dans la première option, l'étudiant peut conserver ses fonds chez nous et décider de les reconduire pour l'année académique suivante. Parce qu'il y a certains qui disent « Ok, je n'ai pas eu l'admission cette année-ci, donc peut-être je vais repostuler l'année prochaine pour m'éviter tous les transferts d'argent. Je cale un commerce-fonds, il n'y a pas de problème. Et comme ça, si j'ai l'admission positive, je reconduis. » Donc, il n'y a pas de problème. Mais il doit payer les frais de service encore une fois, je pense. Ah non, Non, pas du tout. Absolument pas. Ah, ces frais de service, donc c'est voilà. valable parce Une que ça n'a pas été Une fois consommé. que les frais sont payés la première fois, c'est bon. C'est bon. Il ne les repaye plus. Par contre, Ça, c'est bien, ça. Ah oui, bien sûr, parce que ça n'a pas été consommé. Donc, lui, il a ouvert un compte chez nous pour une année académique pour laquelle il y a eu un refus de visa. Donc, on dit, OK, mon cher ami, il n'y a pas de problème. On bloque tes fonds. Une fois que tu auras la nouvelle admission, on va simplement reconduire, en fait, tout simplement. Donc, ce n'est pas un souci. Oui. Et ça, c'est très avantageux. Ça, c'est très avantageux parce que, justement, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé des universités, mais ce n'est pas que vous avez oublié, mais vous n'avez pas dit aussi qu'il y a des frais de service aussi pour les universités. Oui. Vous devez payer des frais de service. Je ne voulais pas faire de publicité Voilà, des c'est universités parce que je préfère plus parler des frais de service. Ben oui, c'est On pas parle gratuit. de la réalité des choses, voilà, ce qui Exactement. existe, parce que voilà, même l'université l'a affiché sur son site web. Donc, voilà. En fait, tu as au fait qu'il n'y a pas de service gratuit dans ce monde. Voilà, hein. donc On même est- l'université, même- voilà, il y a un frais de service. Il y a des frais de service. Donc, moi, j'imagine que si le visa est refusé, ce que je ne souhaite pas à mes étudiants, à moi, et à tout le monde d'ailleurs, si vous souhaitez refaire le blocage l'année prochaine à la même université, vous allez payer. Tout à fait. Voilà, Tout à fait. c'est ça. Donc, Tout c'est à fait. logique. Hein. Eh ben oui. C'est ça. Et en plus, j'avais parlé d'une deuxième option, il ne faut pas que j'oublie. Donc, la première option, c'est qu'on pouvait conserver les fonds pour l'année d'après. La deuxième option, c'est que l'étudiant peut réclamer le remboursement dans son entièreté du montant qu'il a bloqué. Et ça ne souffre d'aucun problème. Et donc, dans ce cas, il a un formulaire qu'il doit remplir et on rembourse la totalité de ses fonds bloqués, à l'exception des frais de service. Oui, Voilà, dans les frais de service. Oui. Ici, chez Studeli, il faut le savoir, hein, c'est 350 € pour les frais de Studeli. Et ça peut être 400 € pour des étudiants qui sont à l'étranger, qui font la demande de visa. Pourquoi 400 €? Parce qu'avec 50 € en plus, ils peuvent bénéficier de ce qu'on appelle une assurance voyage, qui est un document de toute façon obligatoire, Oui, c'est obligatoire. dans la constitution d'une Dossier de demande visa. de dossier de visa. Mais pour le renouvellement, ce n'est pas obligatoire. Donc, juste le justificatif avec l'AVI est 350 € de frais de service. Il y a tout cet accompagnement qui est fourni là derrière hein, pour pouvoir réaliser ça. Et dans les 48 heures, je précise bien, il a son document. Monsieur Taoufik, donc avec tout ce que Crépin a donné comme information, par rapport à la prise en charge, est-ce qu'elle est fiable? Quels sont les risques de refus de visa par rapport à la prise en charge? Franchement, comme j'ai dit tout à l'heure, comme c'est la première année, j'avais beaucoup de questions, les étudiants avaient beaucoup de questions, mais j'essaie de mettre un petit peu les pour et les contre. Et moi, il me reste juste l'information, c'est la durée. La durée, c'est par exemple, moi, j'ai fait mon blocage à Studeli. Ça va prendre combien de temps pour recevoir la VI? 48 heures, une semaine, 2 semaines, combien de temps? Ben, je l'ai dit, hein, 48 heures. 48 À heures. partir du moment où l'étudiant a rempli son formulaire chez Studeli, hein, avec toutes les informations nécessaires, il doit effectuer un virement. Une fois que le virement est fait, dans les 48 heures, il a son attestation. 48 heures, c'est le maximum, mais on peut faire moins. Et l'attestation, elle est reçue par mail, par courrier? C'est une question pratique. Hein. Oui. Non. En fait, sur l'application, donc en fait, c'est un peu comme un service bancaire. Hein, donc, puisque déjà, la souscription à son AVI se fait via l'application. Donc, il reçoit également son AVI sur l'application qu'il peut télécharger et aller déposer à la commune ou à l'ambassade. À sa demande, on peut l'envoyer par mail s'il veut. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Oui. Ouais. Merci. Mais peut-être, je peux me permettre, si tu veux, pour répondre à ta question concernant les éventuels motifs de refus pour un étudiant qui utilise un garant, ben, il y en a plusieurs. Les faux documents. Ça, il faut le dire. Si un garant a plusieurs étudiants qui prend en charge, c'est un risque. Parce que ce que les gens doivent savoir, c'est que un étudiant correspond maintenant à un garant. Donc, il ne peut pas avoir plusieurs étudiants à sa charge. Ah d'accord, c'est nouveau ça? Ça, c'est très nouveau. C'est pour ça que j'aurais Ah, bien moi, aimé je savais qu'on parce que aborde... moi, je savais qu'un garant, tant qu'il a les moyens financiers, on va dire, bah, il peut garantir autant d'étudiants qu'il peut. Ça, c'est au cas par cas. Il faut savoir que, comme on a dit, pour un étudiant, le garant doit avoir 3 000 € net minimum. Ça veut dire que s'il prend un deuxième étudiant en charge, on va donc prendre 3 000 € plus
835 €. Ah, Donc, ça c'est fera beaucoup, hein. 3 835 € net par mois pour qu'il ait 2 étudiants en charge. OK? Maintenant, s'il prend 3 étudiants en charge, il va falloir qu'il justifie 3 000 € net plus 835 plus 835 à nouveau. Ah ouais, Et là, on est à c'est plus de... énorme. Ouais, c'est ouais, énorme. c'est beaucoup, Après, ouais. je dis, s'il y a des personnes qui sont riches comme Crésus et qui peuvent avoir ce montant-là, moi, j'ai aucun problème. Allez-y, il peut prendre Ouais. 2-3 personnes en charge. Mais soyons réalistes. On sait très bien qu'on ne peut pas facilement trouver une personne qui a ce montant-là. Je dis qui gagne légalement. Je ne dis pas qui fait dans le faux, etc., qui a les fiches des paie qui justifient ce plus de montant-là. Donc, soyons réalistes. Donc, c'est pour ça que là, maintenant, un garant qui a, par exemple, ces 3 000 € net par mois ne peut pas prendre 2 étudiants. C'est impossible. Je dis bien, je répète, c'est impossible. Et donc, du coup, s'il s'engage à aller prendre un 2e ou un 3e étudiant à sa charge, et à chaque étudiant, il envoie sa fiche de paie où il a 3 000 €, pour ces étudiants-là, ils vont se dire, ah tiens, on a un chouette garant, on n'a pas de problème. Ouais. Mais au niveau de l'Office des étrangers, il y aura un souci. Parce que la première demande qui sera introduite sera bien évidemment validée, mais tout le reste, refus de visa Niet. automatique. Autorisation de quitter le territoire automatique, parce qu'on va dire que le garant prend déjà en charge un étudiant qui remplit les conditions et lui n'a plus les conditions nécessaires pour prendre un autre étudiant en charge. C'est ça, oui. Et un détail que je peux encore ajouter, il y a des garants qui parfois, la même année où il fait venir l'étudiant, prend par exemple un membre de sa famille pour un visa touriste oui, et il les prend en charge. Ça influe. C'est calculé. Ben, c'est calculé. Ah, d'accord. Ça influe sur la procédure. Donc, c'est pour ça que ça peut être un moyen des refus. Et donc, du coup, l'étudiant, le pauvre, lui, n'est pas au courant de toutes ces situations du garant. Et là, il s'est dit, ben, tiens, moi, je suis tranquille, j'aurai mon visa ou je vais renouveler mon titre de séjour. Mais il se trouve dans ces situations-là grâce à ça. Donc, à cause de ça, pardon. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est important de donner la bonne information à l'étudiant. Que, OK, oui, il y a des bons garants. On ne dit pas qu'il n'y a pas des bons garants, mais il faut qu'il se renseigne bien. Et pour qu'il soit serein et éviter ce tralala, surtout si le garant n'est pas quelqu'un qui connaît vraiment, c'est mieux qu'il va dans une structure qui est un peu plus sereine et plus tranquille dans cette procédure-là. Ouais. Okay. Et encore, moi, il faut que le garant accepte. Parce que moi, dans les cas que j'ai, il y a un garant, voilà, ouais, t'inquiète pas, voilà, moi je te garantis, voilà, il faut juste avoir ton admission. Une fois que l'étudiant a son admission, le garant, non, je suis désolé, voilà, j'ai un imprévu, je ne peux pas vous garantir. Donc je ne vais pas te cacher, Théophile, qu'il y a des gens qui vendent les prises en charge. Donc ça veut dire qu'ils se disent, OK, moi je ne te connais pas, mais viens me voir, tu me donnes 1 500 € et je te fais une prise en charge. Expliquons ce que c'est, l'achat. Ça veut dire que l'étudiant retire 1 500 € de sa poche, donne à une tierce personne qu'il ne connaît pas. Ouais. La personne s'engage à lui délivrer le document qu'il faut. Si le document est bon, il aura son titre de séjour ou son visa. Mais une fois que la personne est en Belgique, il n'aura pas ses rentrées financières. Ça veut dire qu'il devra lui-même se démerder voilà, pour pouvoir survivre. Ouais. Et ce n'est pas évident. Non. On est d'accord. Non. Mais il y a un risque. Il ne connaît pas cette personne parce qu'il a juste acheté. Si cette personne, entre-temps, est allée prendre 1 500 € à chaque étudiant pour pouvoir faire cette procédure-là, mais il aura mis ses étudiants en danger. Parce que, voilà, comme j'ai dit, il y a un risque. Voilà. Donc, du coup, c'est à l'étudiant, s'il veut éviter tout ce stress-là, de se mettre dans des bonnes conditions. Et donc, du coup, en venant chez Studeli, faisons une petite comparaison. Il paye 350 € pour les frais de service. Ce n'est pas 1 500 € qu'on lui demande. On ne lui demande pas d'acheter une prise en charge. On dit, OK, nous, on te fait un service. Et donc, en payant ces 350 € tout ce qu'on te demande, c'est d'être sérieux un peu, dans ton cas, en trouvant de l'argent qui t'appartient. Ça n'appartient pas à Studeli, c'est l'argent de l'étudiant. Et donc, du coup, cet argent, comment il fait pour le trouver? On est d'accord que l'étudiant ne travaille pas. S'il est en Afrique ou dans un pays hors Europe, ben, il peut se mobiliser. On sait très bien, hein, les familles se mobilisent en général pour cotiser de l'argent, etc. Et cet argent, il peut faire des prêts. Ça existe, hein, des solutions de prêts bancaires. Nous, à Studeli, notamment en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, on a des institutions bancaires avec lesquelles nous, on collabore. Où l'étudiant peut venir, en fait, faire des prêts en fonction de la situation de ses parents. C'est très simple, il n'a qu'à venir dans nos bureaux dans ces pays-là. On va le renseigner vers les banques partenaires pour l'aider dans ce qu'on appelle un financement prêt-études. Okay? Ah oui. Et ça peut être super intéressant. Si l'étudiant est ici en Belgique et pour le renouvellement de son titre de séjour, naturellement, s'il a fait des jobs étudiants par-ci, par-là, il peut économiser dès maintenant un peu d'argent. Comme ça, au mois de juin, juillet, quand ça sera la période de renouvellement, il peut mettre cet argent en place.
Et nous, on peut aussi l'accompagner même dans un financement, même ici en Belgique. D'accord. Il dit, pour le OK, voilà, renouvellement. moi j'ai un apport de 5 000 euros. Là, j'entends que la caution, c'est 10 020 euros. Je n'ai pas les 10 020 euros. Mais il vient nous voir, on va discuter avec lui. On dit, OK, vous avez un apport de 5 000 euros. Parfait. Nous, on va donc trouver un système où on peut vous accompagner dans ce sens-là. OK? Mais là, on va vraiment discuter au cas par cas par rapport à la solvabilité, naturellement, de l'étudiant, par rapport à ce qu'il fait comme activité, pour voir comment on peut l'accompagner. Ça, c'est un avantage. Parce qu'on est conscient que ce n'est pas évident d'avoir ce montant-là. Mais du coup, il faut simplement qu'on trouve un moyen. Après, s'il fait un prêt pour avoir la totalité de ce montant, nous, on n'a aucun problème par rapport à ça. Question à Blaise. Donc Blaise, avec toutes les informations que tu as reçues de M. Crépin et M. Taoufik, comment comptes-tu justifier tes ressources financières en octobre? Normalement, pour quelqu'un de sensé, la réponse serait automatique. En ce sens-ci que pour avoir vécu cette galère, c'est vrai qu'actuellement, tout bon étudiant en Belgique est en train déjà de paniquer sur comment est-ce qu'il fera pour justifier de ses ressources financières au mois de juin, juillet, août prochain. Et donc, là où le bas blesse peut-être, c'est que rassembler 10 000 euros, ce n'est pas évident, mais je pense que c'est la solution idoine. Je pense honnêtement que c'est la solution idéale pour un étudiant qui veut faire ses études sereinement et sans stress. Parce que le stress, vivre, comme on dit souvent dans notre pays, un étudiant étranger, c'est quelqu'un qui a le cardio. Il faut avoir le cardio pour faire des études en Belgique. Chaque année. Ah oui, Chaque année, on précise. parce qu'il faut penser pouvoir renouveler son titre de séjour et ça seulement, la panique totale. À quel moment est-ce que vous faites vos études sereinement si vous devez stresser sur les conditions dans lesquelles vous devez fréquenter ça? Donc, je pense que honnêtement, pour pouvoir éviter ça, on fera les mains et les pieds pour pouvoir rassembler la somme qu'il faut, mais du moment où ça nous évite le stress de pouvoir chercher un garant qui va nous demander 1 500 euros ou alors... et puis, avec les nouvelles réformes, comme quoi l'indicateur de salaire a augmenté, il peut s'avérer que mon garant de l'an dernier ne soit plus solvable. Donc, c'est des paramètres à prendre en compte. Donc, s'il fallait prendre une décision à l'instant, je pense que je pencherais sur la caution bancaire Studeli. Mais bon, on prendra le temps de mûrir l'idée. C'est déjà ça. Il faut faire une petite comparaison très simple. On met ici à gauche les garants, Ouais. à droite les comptes bloqués. Facteur temps. On a compris ici que avec les garants, ça prend beaucoup de temps. Énormément. Avec Studeli, très peu de temps, on a son attestation. Facteur sérénité. Avec le garant, quand j'entends là, on n'est pas très serein à cause des conditions. On ne sait pas si sa condition a changé. Vous voyez, là, on n'est pas tranquille, ça tremble. C'est ça. Avec Studeli, on est plus serein. On n'a pas de stress à se faire. Mhm. Vous voyez, je suis en train d'aller sur le versus. Ouais. Un autre facteur, j'entends ici parler qu'il y a le lien de parenté parfois, qu'on regarde. Donc ça fait partie encore des conditions. Ouais. On lien de parenté, ah merde, je ne sais même pas si mon frère, on doit justifier des documents, que c'est vraiment ton frère, etc. Le lien parental. Lien parental, avec Studeli, il n'y a pas de souci. C'est clair, il y a ça. J'entends ici qu'il y a des gens qui achètent des prises en charge. Légalement, il faut être honnête, ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais on sait que ça passe. OK, il paye 1 500 euros pour acheter une prise en charge, mais quand il arrive en Belgique ou bien quand il est sur le territoire, il devra se démerder un tout petit peu pour s'en sortir. Avec Studeli, il paye 350 euros, mais c'est son argent. Il a le contrôle sur son argent. Il peut faire de son argent ce qu'il veut. Ça veut dire que même s'il a fait un prêt, chaque mois, il reçoit ses 835 euros, mais il peut rembourser sereinement son prêt. Ouais, moi, j'essaie de faire une petite comparaison pour que vous voyez un peu la différence, en fait. Et vous voyez, la personne qui avait Studeli, il est serein. Il ne tremble pas. Il est sûr et certain que son attestation est tranquille. Pourtant, ici, avec le garant, c'est un ballottage. C'est-à-dire, même quand on dépose le document à la commune ou au visa, ou à l'ambassade, pardon, on n'est pas tranquille tant qu'on n'a pas le visa accordé là-dessus parce qu'on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Donc, moi, je pense que c'est un peu cette petite comparaison que je peux conseiller à l'étudiant pour dire il ne faut même plus hésiter. Il faut franchir le pas. Il faut arriver sur le compte bloqué parce qu'après, c'est votre argent, en fait. Cet argent-là, vous l'avez chaque mois et avec ça, vous pouvez subvenir à vos besoins sans
déranger qui que ce soit. Parce que pour trouver un garant, ce qu'on ne dit pas, c'est que les gens doivent démarcher. Hein. Ah, est-ce que tu peux appeler tel que je connais qui habite à tel endroit? Il faut être poli, il faut faire un peu la courbette, hein, parce que la personne, c'est un peu celui qui... voilà, Ouais, c'est il lui faut, qui décide. c'est lui qui décide, il faut faire plein de choses, il faut... voilà, je vous dis, ça demande quand même un investissement moral, etc. Il faut être tout le temps derrière le garant, on lui envoie le document, est-ce que c'est le bon? Ok, avec Studely, on a un service relation client qui accompagne l'étudiant. C'est-à-dire, si l'étudiant a n'importe quel problème, ben, il échange comme avec un prestataire où on l'accompagne de manière sereine. Pourtant, avec le garant, il doit attendre qu'il finisse sa journée de travail quand il est à la maison le soir pour écrire « Cher monsieur » de manière courtoise, etc. Parce qu'il veut à tout prix avoir ce truc-là, en fait. OK? Donc, je vais dire, il y a vraiment comparé. OK? Et un étudiant maintenant qui voilà, vous expliquait que voilà, c'est une manière un peu plus pas trop formelle par rapport au contact avec les étudiants et ceux qui donnent la bonne information. Où ils peuvent trouver ces bonnes informations et où Studely se trouve en fait dans le monde, tout simplement. Alors, Studely a 12 représentations en Afrique. Donc, ici, en Afrique du Nord, on est en Tunisie, on est au Maroc, on est en Algérie. Et donc, s'il va sur le site internet studely.com, il clique sur « Contactez-nous », il verra un plan de localisation avec les adresses et numéros de téléphone où on se trouve dans ces pays-là. On est également présent en Afrique de l'Ouest, donc notamment au Sénégal, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Hein, et donc, j'oublie peut-être certains pays, donc on est quand même présent dans ces pays-là. Et aussi en Afrique centrale, donc notamment au Cameroun, en RDC. Quand je dis RDC, c'est les deux Congos, parce qu'il y a le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, au Gabon. Et donc, effectivement, et là, il n'y a pas un souci. Donc, en fait, presque dans tous les pays francophones de l'Afrique, en général, on est présent. Maintenant, pour ceux qui sont dans les destinations où on n'est pas présent, ce n'est pas grave. Nous, on est quand même disponible H24 sur notre serveur. Et donc, du coup, l'étudiant nous contacte. À travers l'application, on l'accompagne, on le suit, on répond de manière très, très instantanée, rapide par mail pour l'accompagner dans cette procédure-là. En Belgique, on est présent à Bruxelles. Donc ici, juste en face de la gare centrale, on a nos bureaux. Et moi, je vous dis, venez nous rencontrer. On est là, on discute. On n'est pas des personnes virtuelles. Il y a des gens qui vont vous dire, ah tiens, nous, on propose des comptes bloqués, etc. Mais ils vous contactent à des milliers de kilomètres. Est-ce que vous êtes prêt à déposer de l'argent à ces personnes que vous ne connaissez pas? Si jamais il y a un problème, comment est-ce que vous faites? De toute façon, voilà, moi, la première réflexion que j'étais sur le site web de l'Office des étrangers. J'ai regardé, j'ai vu que vous êtes accrédité, que vous avez l'agrément. Bah, j'ai tout à fait, moi, voilà. Donc, j'ai dit que c'est voilà. Non, on est une entreprise qui est reconnue. On paye nos impôts. On est juste déclaré. Parce que c'est voilà. la première année que le concept existe au Maroc. Donc voilà, c'était vraiment mon premier réflexe. Et voilà, donc maintenant, voilà, est-ce que c'est vraiment j'apprends une chose aussi, une nouvelle chose, c'est qu'il ne faut pas forcément que vous existez dans un pays, que ça empêche que quelqu'un fait le blocage. Alors, quand j'ai dit que nous, on fait les AVI pour tous les étudiants internationaux, c'est indépendamment des nationalités. Quelqu'un au Vietnam, c'est bon. Tout à fait. Moi, cette année-ci, et j'en profite de cette plage pour parler un tout petit peu de nos statistiques. Nous, on a eu l'agrément en juillet 2024. Là, aujourd'hui, nous sommes en avril 2025. De juillet 2024 à avril 2025, nous avons déjà fait près de 300 attestations de virement irrévocable. Donc, 300 étudiants nous ont déjà fait confiance. On a déjà des choses palpables et concrètes. Donc là, ce n'est pas du racontage. Donc, on peut, si vous voulez, inviter des étudiants qui parlent un tout petit peu de leur expérience avec Studely. D'ailleurs, on publie en général ces témoignages-là sur nos sites Internet et surtout sur les pages des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Et donc, effectivement, on a des étudiants qui viennent de plusieurs nationalités. Des Vietnamiens, des Chinois, des Canadiens, des Américains même qui viennent en Belgique, parce qu'il faut savoir que nous, Studely n'est pas que dans les AVI, comme je disais. On a des collaborations avec des écoles en Belgique. Okay. Et dans ces écoles-là, en fait, ont des partenariats avec des écoles qui se trouvent dans les pays du Sud. Et donc, chaque année, il y a des étudiants qui viennent soit en échange, soit en admission. Et en général, ces gens-là recommandent un tout petit peu les services de Studely parce qu'ils sont au courant du sérieux et de la qualité de nos services. Il faut savoir que l'avantage que nous, on a eu aussi, c'est que l'Office des étrangers a fait une communication officielle à toutes les représentations diplomatiques
à travers le monde, c'est-à-dire à toutes les ambassades de Belgique. C'est-à-dire l'étudiant, quand il va à l'ambassade de Belgique dans son pays, il dit, voilà, j'ai envie de justifier mes ressources financières. À l'ambassade, on va déjà lui dire, bah, écoutez, il y a l'engagement de prise en charge, mais il y a aussi le compte bloqué via Studeli. Et donc, du coup, il peut déjà nous contacter. On a un service relation client qui parle anglais, espagnol, français, qui travaille 24 sur 24. Donc, ce qui fait que même par téléphone, l'étudiant peut appeler pour avoir plein d'informations et on est au taquet, vraiment pour les suivre par rapport à ça. J'ai une seconde question. Donc, un étudiant qui veut venir étudier en Belgique, est-ce qu'il est obligé de venir sur le territoire pendant 12 mois ou bien il peut venir pendant 3 mois, 6 mois via l'Erasmus ou bien c'est obligatoirement 12 mois? Ah non, ici, on parle là d'un projet de l'étudiant, donc ici, c'est en fonction de la raison de son déplacement. Alors, s'il sollicite une admission, comme on parlait, les admissions dans les universités dont l'échéance est déjà passée, en général, ces admissions-là, c'est pour suivre un cursus complet. Ce cursus, en général, c'est sur 54 crédits minimum, donc on parle là de 12 mois obligatoires. Oui. Office. Oui. OK. Donc, s'il a une admission dans un cycle bachelier, dans le bachelier, c'est le bac plus 3, ce serait pour 12 mois. OK. Si c'est dans un master qui dure 2 ans, il aura un visa de 12 mois ou bien un renouvellement du titre de séjour pour cette période-là. Mais il y a des écoles en Belgique qui ont des partenariats avec d'autres écoles qui se trouvent par exemple au Maroc, au Sénégal, ça existe, au Qatar, etc. Et ils font ce qu'on appelle la mobilité, programme d'échange. Il y a les programmes Erasmus par exemple. Ça, Et donc en général, ces programmes d'échange, c'est sur une période un peu plus courte. On parle là de 5 mois, 6 mois. Et ces gens-là, comme ce sont des gens qui se trouvent hors des frontières européennes, doivent aussi justifier des ressources financières. Et donc, ils peuvent passer par Studeli pour avoir aussi une attestation de courte durée. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent trouver un stage en Belgique dans le cadre de leur formation. Et donc, du coup, c'est l'entreprise en Belgique qui invite donc le stagiaire qui se trouve, par exemple, au Maroc, au Cameroun ou au Sénégal. Ben, cette personne-là, pour venir en Belgique, doit aller à l'ambassade, demander le visa. Et dans les documents constitutifs du visa, on va lui demander de justifier ses ressources financières. Et très naturellement, il peut contacter Studeli, qui va donc lui délivrer une attestation pour la durée de son séjour en Belgique. Donc, si c'est 5 mois, il aura une attestation de 5 mois. Mais là, on ne va pas lui demander 10 000 euros. Parce que 10 000 euros, c'était 835 fois 12. Donc là, s'il reste 5 mois ou 6 mois, ça sera 835 euros fois 5 ou fois 6. Oui, en fonction tout de la simplement, durée. en fonction de la durée du séjour. Oui. Donc, effectivement, ça, on le fait. Taufik, on sait que tu as une grosse communauté marocaine, donc maghrébine, donc marocain, algérien, tunisien. Quel est le blocage de ces étudiants justement-là de faire soit le compte bloqué, soit la prise en charge? Est-ce qu'il y a un blocage ethnique? Qu'est-ce qui bloque en fait? Qu'est-ce qui bloque les étudiants? Pourquoi ils ont peur de faire le blocage ou pourquoi ils ont peur de faire le compte bloqué? On ne va pas dire qu'ils ont peur, mais l'idée n'est pas claire pour eux. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, voilà, certes, moi, je les invite toujours. Donc voilà, donc je le dis, voilà, il y a le site web de Stadler, il y a le site web du fédéral, de l'Office des étrangers. C'est vrai que voilà, pour le moment, les visas ils commencent à être délivrés. J'ai pas mal d'étudiants qui ont eu leur visa et ils ont fait le blocage aussi avec Stadler. Donc eux, ils ont témoigné. Moi, je dis les choses comme elles sont. Voilà, donc ils ont témoigné. Ils ont dit que voilà, moi, j'ai fait le blocage 48 heures. J'ai introduit ma demande de visa. Voilà, j'ai eu mon visa, ça a été accepté sans problème. Donc ça commence tout doucement, tout doucement. La nature humaine est comme ça. On a tous peur de l'inconnu. Voilà, on ne sait pas, on se méfie. Voilà, donc nous, on est là. Voilà, moi, je rappelle que j'assiste les étudiants un petit peu partout au monde, spécialement au Maroc et Algérie et Tunisie. Donc, j'essaie un petit peu qu'on va petit à petit de leur expliquer voilà comment ça fonctionne. Voilà, c'est votre argent. Comme il a dit M. Crépin au début, c'est votre argent, ça va revenir vers vous. C'est plus facile, je veux dire, ça prend moins de temps. Et il y a une chose voilà, maintenant, moi, je suis de plus en plus convaincu de l'idée qu'il faut faire vraiment le blocage. Les étudiants aussi. Maintenant, il y a une chose qu'on n'a pas citée tout à l'heure, c'est qu'il faut faire attention parce qu'avec le garant, parfois, le montant demandé, ça change 2 à 3 fois par année. Ce qu'on appelle l'indexation, comme il a dit. C'est même chaque année. Hein, chaque année, voilà. Au mois de février, donc, plus exactement. Ouais. Moi, l'année dernière, j'ai eu ce problème-là. Il y en a ceux qui avaient vraiment le montant, je veux dire, c'était à mon avis à l'époque, c'était 2 830 €.
Ah, du coup, ça a changé. Ah, mais j'ai introduit mon dossier. Ah, bah, j'ai pas encore reçu le. Ah, bah, il n'est plus solvable. Je dois faire quoi? Donc, voilà. Et entre-temps, je me souviens, à mon avis, c'était vraiment le mois de août-septembre que ça a commencé à opérer ici en Belgique, je pense. Parce que j'étais le premier qui a annoncé l'information. Voilà, parce que moi, je fais un petit peu des petites recherches comme ça sur Internet. Et voilà, les étudiants ont commencé tout doucement. Il y avait de la méfiance. Mais je pense que maintenant, voilà, on ne va pas dire que, voilà, que c'est pas assez clair, mais ça commence vraiment, voilà, les gens commencent un petit peu à faire leurs attestations de blocage. C'est parce que faut le reconnaître. Moi, je défendais toujours le garant, mais il faut le reconnaître, c'est plus facile. C'est plus facile. Tout à fait. Et puis en parlant de l'indexation, donc c'est chaque année, dans le mois de février, au niveau du moniteur belge, on regarde un tout petit peu le coût de la vie en Belgique, et en fonction de cela, on décide, quand on dit on, c'est l'administration fédérale, décide plus ou moins quel est le montant minimum qu'ils doivent valider pour les étudiants étrangers. L'année dernière, donc on parle de l'année académique 2024-2025, l'année où Blaise a justifié, donc là c'était 803 € par mois. Ben, un étudiant qui a eu ça l'année dernière et qui a eu un garant qui remplissait les conditions et dont le montant minimum était plus ou moins de 2800, mais cette année-ci, si le garant a les mêmes rentrées mensuelles, il ne pourra plus prendre cet étudiant en charge, avec toute la bonne volonté. Parce que ça a changé. On a parlé là de minimum 3 000 € net, parce que c'est passé de 803 à 835 € net. Fois 12. Hein. Fois 12. Bon, donc, du coup, ça veut dire que là, l'étudiant se trouve un peu dans un impasse. Il devra donc trouver un autre garant, qui n'est pas évident. S'il en trouve, il n'y a pas de problème. Si jamais il se sent dans une situation où il est un peu stressé, etc., pas de problème, il vient voir Sudeli et nous, on va trouver une solution pour lui, tout simplement. Comme je l'ai dit, et ça c'est tout nouveau pour ceux qui sont en Belgique, on peut aussi mettre en place une politique de préfinancement. C'est-à-dire l'étudiant vient avec un apport, il ne vient pas bras ballants comme ça et dit « Monsieur, voilà, j'ai vos 350 € pour les frais de service, je voudrais que vous me fassiez la veillée. » Non, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Il y a nos frais de service, il vient quand même avec un apport. Et donc, en fonction de cet apport-là et de sa solvabilité, on peut voir comment le mettre en contact avec un organisme qui pourra l'accompagner dans le financement. Voilà. Et donc, je précise encore que ça, c'est au cas par cas, mais s'il veut s'éviter tout ce genre de problème, il a la totalité du montant demandé et nous, on s'occupe du reste, quoi. C'est bien. Concrètement, que conseillerais-tu à un étudiant qui hésite à passer par le compte bloqué ? Pour un étudiant qui hésite encore à aller vers un compte bloqué, notamment Sudeli, moi, j'ai qu'un conseil à lui demander, il faut toujours aller à la source pour vérifier l'information. Pour moi, c'est très important. Je ne suis pas celui qui va venir prôner, dit venez chez Sudeli, on va aller vous informer. Et donc, du coup, il y a plein d'avantages chez nous. Comme j'ai dit, il y a la sérénité, la rapidité, la fiabilité. Et donc, on est référencé par l'Office des étrangers. Et donc, du coup, en 48 heures, il a son attestation, donc il s'évite tout un tas de stress. Et son argent, effectivement, ça lui revient. S'il fait sa demande de visa, s'il est en Belgique, c'est toujours son argent. Et je profite pour dire rapidement, si vous me le permettez, le versement de cet argent, il peut le faire en local ou bien il peut le faire depuis la Belgique. S'il a une connaissance tierce depuis l'étranger qui va verser l'argent pour lui dans son compte et chaque mois, il va recevoir ses mensualités. Donc, c'est vraiment, s'il hésite encore, qu'il vienne nous voir. On est présent à Bruxelles, dans nos bureaux, en physique, discutez avec nous. Je veux les ramener. Voilà, je vais les ramener. Qu'ils viennent. On a plein de goodies à offrir, on a plein de choses à échanger, mais pour dire que je préfère encore des personnes qui, dans le doute, viennent nous rencontrer pour voir qu'on existe vraiment, plutôt que de rencontrer, par exemple, des entreprises concurrentes qui n'existent même pas, à qui vous devez donner l'argent, et si jamais il y a un problème, comment est-ce que vous faites demain ? C'est pour ça que je te disais le blocage ethnique. En fait, ils veulent voir une personne physique derrière cette entreprise, prendre contact avec eux, etc. C'est ça. Et c'est pour cela que je t'ai posé cette question comme question finale. Dernière question. Voilà, pour chaque personne, si vous avez un message à adresser aux jeunes étudiants internationaux qui vous écoutent durant ce podcast, quel serait ce message ? Moi, tout simplement, c'est très simple. Il faut faire les démarches vous-même. Essayez un petit peu de chercher la référence, comme il a dit M. Crépin. La référence, toujours aller à la source.
Il ne faut pas entendre, oui, on m'a dit, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que tu penses? Non, 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 non. Il faut vraiment aller chercher l'information là où il est. Il y a des témoignages, il y a des gens qui ont été déjà avant vous et poser les bonnes questions. C'est bien de poser les questions, mais il faut les poser. Donc, il faut faire un effort d'aller chercher l'information et vous allez trouver la bonne réponse. Ce n'est que ça. Monsieur Crépin. Moi, j'ai qu'un seul mot à donner. Osez et vous n'allez pas regretter si vous hésitez encore. Voilà. Blaise. Alors, moi, ma recommandation, certainement, aura deux volets. Premièrement, aux étudiants qui sont encore en local et qui sont dans des démarches. Je leur recommande vivement de suivre des démarches qui les éviteront le stress à l'arrivée, qui les éviteront la panique, parce que après, pour être passé par là et pour avoir vécu, et je suis encore en train de vivre les mêmes réalités, l'idéal serait vraiment d'avoir un compte bloqué qui non seulement t'évitera le stress de savoir si tu vas déposer ta demande de visa ou pas, est-ce que ton garant sera solvable, est-ce que tu trouveras même déjà d'abord le garant, parce que ça, tout le monde n'a pas la chance d'en avoir un garant autour de lui. Donc, lorsque vous êtes dans des démarches, cherchez la bonne information, rapprochez-vous, comme il a dit M. Crépin, de la personne qui peut vous donner la bonne information. Sur Internet, aujourd'hui, on a toutes les informations. Vous pouvez simplement partir d'un numéro de téléphone pour tomber sur la bonne personne ou sur la bonne organisation. Maintenant, pour les étudiants qui sont en Belgique avec moi, qui vivent les mêmes réalités que moi aujourd'hui, vraiment, la question, il n'est plus question de se poser des questions, excusez la tautologie, mais il faut passer à l'action. Moi, je pense que je paniquais déjà, comme je vous l'ai dit dans le temps, parce que quand l'année académique tire vers la fin, le cerveau commence à réfléchir sur comment est-ce qu'on va pouvoir justifier de ses ressources financières lors du renouvellement de son titre de séjour. Et donc, je les invite, ces jeunes étudiants, à rentrer sur le site de Studeli et lire déjà, parce qu'après, on n'aime pas beaucoup lire. Lire déjà, chercher la bonne information et savoir ce qui est mieux pour eux. Comme moi, je peux déjà vous dire que Studeli est la meilleure option déjà parce que ça nous évite le stress, mais également avec l'accréditation au niveau de l'Office des étrangers, vraiment, c'est la plus-value. Quoi de mieux que de justifier de ses ressources financières avec une organisation qui est recommandée par l'Office des étrangers. Donc voilà, ce sera ça ma recommandation et on s'est dit à nous, on ira tous renouveler ensemble. On se retrouve dans les communes avec les attestations de virement irrévocable Studeli. Voilà. Merci. Super. Merci à toi, Salah. Merci. Merci. Merci, Salah. Ouais.